La campagne pour l'élection présidentielle au Nigeria a officiellement débuté. Mercredi, 19 candidats, dont le président sortant Bola Tinubu, sont en lice pour le scrutin prévu le 16 janvier prochain. Alors, Bouraïma, 19 prétendants sont en lice avec en tête d'affiche le président sortant Bola Tinubu face à des figures de l'opposition comme Atiku Abubakar ou Peter Obi. Quel est l'enjeu de cette présidentielle? L'enjeu, il est grand. Il est d'abord économique et puis il est d'abord sécuritaire. Hein. L'enjeu, il est très grand. Et puis, avec ce qui se passe, le mandat de Tinubu, on a vu beaucoup de failles. Beaucoup de failles. L'opposition pourrait peut-être s'en servir. Donc, l'enjeu, il est économique et également sécuritaire. Moi, je pense que ça va être animé. Vous avez tout à l'heure appelé un nom. Qui a attiré mon attention. J'ai cité 3 noms. Effectivement, mais il y a un, le premier nom que vous avez... Oui, Atiku Abubakar, pas le président Peter sortant. Obi. Voilà, Atiku. Je pense que c'est un nom qui résonne et ce sont des poids lourds. Hein. Il ne faut pas minimiser ces hommes politiques au niveau du Nigeria. En tout état de cause, je pense que c'est le 19 qu'ils ont lancé la campagne. Pour 19 candidats, dont 3 femmes. J'espère qu'on va t'appeler là-bas pour couvrir les événements. Donc, moi, je pense que c'est la politique nigériane, c'est aussi ça. La campagne va être une campagne très animée, très animée, parce qu'on va juger le président sortant sur son bilan économique, on va le juger également au plan sécuritaire, et nous avons vu, c'est vrai, qu'il y a eu des réformes qui ont eu, que le gouvernement de Bola a eu à poser. Il a eu à faire beaucoup de réformes qui ont été appréciées, réformes macroéconomiques qui ont été appréciées par certaines institutions, mais en interne, je pense qu'il y a un problème très sérieux, la vie chère, et les Nigériens ne cessent de crier qu'il y a la vie chère également. Les Nigériens, pas Nigériens. Les Nigériens, j'ai dit les Nigériens, oh, excuse-moi, c'est vrai, les Nigériens, donc ne cessent de le critiquer par rapport à cette histoire de la vie chère, et c'est là-bas, c'est le point où va tenir, son opposition pour pouvoir le déstabiliser. Alors, vraiment, 19 candidats pour une seule élection présidentielle. Pourquoi ce pléthore de candidats? Non, je pense que les gens sont intéressés par la vie politique, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas, le Nigeria, c'est un grand pays, un vaste pays. Et je pense que c'est la superficie qui fait ça. Je pense que c'est 923 000 km² de superficie, vous imaginez? Donc c'est un grand pays et vous savez comment ces élections se passent là-bas. Donc moi je pense que l'intérêt qui suscite, l'engouement suscité par les candidatures, c'est le fait que le pays est très vaste et c'est tout à fait normal. Et puis la politique nigérienne, on sait depuis des années comment elle se mène. Donc moi je pense que c'est intéressant, c'est intéressant. C'est maintenant qu'on voit que les femmes émergent, sinon dans les années passées on n'a pas vu tellement de femmes. Aujourd'hui 3 femmes, ce n'est pas mal. Et moi je pense que ça va être la campagne va être très animée, très animée, je le disais tantôt, sur 2 volets, volet économique et volet sécuritaire, surtout volet social également. Kohan, est-ce que la campagne va être animée comme le prétend Bouraïma? Oui, comme toujours, la campagne au Nigeria a été toujours bouillante, et parfois même un peu de violence dedans. Oui. Voilà, donc ça sera une campagne en tout cas animée, et il n'y a pas un ultra favori. Il n'y a pas une ultra favori, il y a 3 candidats qui se dégagent dans l'opinion. Le président Tinubu, Atiku Abubakar, qui a été un vieux de la vieille, un vieux routier de la politique nigériane, il a été vice-président, je crois, d'Obasanjo et même de Goodluck Jonathan, si je ne me trompe pas. Oui. Peter Obi, qui a surpris lors de la dernière présidentielle en devenant 3e. Il paraît que c'est un chouchou de la jeunesse. Oui. Donc, vraiment, c'est un jeu ouvert. C'est un jeu ouvert, autant donné que le processus d'organisation du scrutin aussi permet de dire que ce n'est pas gagné d'avance comme ailleurs. C'est-à-dire qu'il y aura match. Il y aura match entre Tinubu, qui est de l'APC, All Progressive Congress, et Atiku Abubakar, qui est de l'ADC, African Democratic Congress, et Peter Obi, qui est du NDC, Nigeria Democratic Congress. Donc cette élection... C'est une question de démocratie sur... Cette question sera très ouverte. Et vous savez, au Nigeria, pour gagner au premier tour, il faut avoir au moins 25% dans 24 des 36 États du Nigeria et dans la grande capitale Lagos. Donc
Ça serait un jeu ouvert. Et comme M. Tchaïbouré l'a si bien dit, Aboubakar traîne un tendon d'Achille. Ces réformes économiques, oui, Tinubu, qui plaisent aux institutions de Bretton Woods. Au Bretton Woods, c'est l'austérité. Bon, mais au Nigeria, vraiment, ça fait grincer des dents. Parce qu'avant lui, le carburant était subventionné et les gens l'achetaient très moins cher. Aujourd'hui, il a supprimé les subventions et ça pèse beaucoup sur les populations nigériennes. Il avait aussi promis, il avait suscité beaucoup d'espoir quant à la question de l'insécurité de Boko Haram et de nombreux groupes armés qui endeuillent le Nigeria. Mais sur ce plan aussi, on ne peut pas dire que c'est un succès. Donc, son opposition a des arguments solides pour critiquer son bilan. Voilà. Alors, Credo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les 19 candidats représentent toutes les couches sociales du Nigeria? Oui, je crois que pour avoir eu cette expérience de couvrir plusieurs élections présidentielles au Nigeria, n'est pas candidat n'importe qui. Donc, il faut soit faire déjà l'exercice de gouvernorat et il faut être plébiscité par son parti. Et au Nigeria, ce sont des partis qui font des élections même primaires. Donc, tu ne peux pas dire du jour au lendemain, je vais être candidat de ce parti et puis on te porte. Donc, il y a une certaine culture de la chose politique au sein de ces partis. Et si on a aujourd'hui 19 candidats, donc ce sont des candidats, on n'en a pas besoin assurément d'avoir les candidats de toutes les couches sociales, mais les candidats doivent connaître les réalités de ces couches sociales pour pouvoir mieux les exploiter dans leur campagne, pour pouvoir en faire un sujet un programme de société. Maintenant, des 19, on a au moins 3 femmes qui sont candidates, mais également le président Tinubu est aujourd'hui présenté comme quelqu'un qui pourra briguer encore la magistrature suprême, parce que même si on sait que cette campagne a commencé sur fond de crise économique et sécuritaire, il a des arguments, selon lui, avec l'appui des institutions de Bretton Woods, donc qui se réjouissent des réformes qu'il a fait sur le plan économique, même si à l'intérieur, il y a des cris qui ont été poussés contre lui. Donc, il doit miser sur une communication sur les résultats macroéconomiques. Donc, c'est ce qui va être, disons, l'arme de bataille de Tinubu. Mais est-ce que ça seul suffit? Parce qu'on lui reprocherait également de n'avoir pas su dominer le terrain sécuritaire. La lutte contre le terrorisme. Oui, la lutte contre le terrorisme, même la sécurité au niveau même des États du Nigeria avec, disons, toutes les explosions qui se passent, que ce soit au nord du pays, à l'ouest, à Kano. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus critiquable sur le plan économique. Et sur le plan économique, je crois que mon ami Binafam l'a déjà dit, son péché mignon, ou bien son péché qui le rabaisse aujourd'hui, c'est d'avoir supprimer la subvention sur le carburant. Et les Nigériens d'avoir laissé le Naira à la flottation. Le Naira, donc je crois qu'à un certain moment, lui aussi, il a subi, disons, l'influence ou bien les désidérata de ces institutions internationales. Donc il a voulu satisfaire ces institutions internationales sans avoir préparé l'opinion nationale à l'accompagner dans cette nouvelle démarche politique. Alors, vraiment, le pays fait face à des crises multiples. Vos co-débatteurs l'ont dit, Boko Haram au nord-est, bandits, enlèvements dans le nord-ouest, conflits agraires au centre, tensions séparatistes. Est-ce que le statu quo sécuritaire qui persiste, est-ce qu'il faut donc décentraliser la chaîne de commandement en créant des polices régionales ou étatiques au Nigeria? Non, je pense que les dirigeants nigériens savent la stratégie qu'il faudrait mettre en place par rapport à l'ennemi qu'ils ont en face. Et je pense qu'ils ont essayé, ou bien aux ennemis qu'ils ont en face, et je pense qu'ils ont déjà mis beaucoup de stratégies en place et qui aujourd'hui n'ont pas tellement marché, parce que si ça avait marché, on ne parlera pas
de cette défaillance au niveau sécuritaire avec Tinubu. Mais je pense que les dirigeants savent. Aujourd'hui, il y a une multitude, vous venez de le dire, il y a une multitude d'acteurs ou bien de fronts qui sont ouverts au niveau du Nigeria là-bas, et ça continue, ça n'a pas cessé. Moi, je pense que les dirigeants doivent penser à autre chose. Comment faire pour venir à bout? Et justement, c'est par rapport sur ce terrain aussi qu'on va avoir Tinubu au plan sécuritaire. Il avait promis. Parce qu'il a déjà eu à gérer les affaires. Oui, c'était sa promesse de campagne. Justement, il avait promis, mais bon, il n'est pas arrivé. Je voudrais rebondir par rapport à ce que Credo disait tout à l'heure, en parlant des institutions de Bretton Woods où Tinubu a fait des réformes pour les satisfaire. Mais ce qu'il faut, il devait se rappeler qu'au fait, il gouverne pour les Nigérians et que ce sont les Nigérians qui doivent voter. Voilà le problème qui se pose la plupart du temps dans nos pays. Parce que on fait des réformes, les institutions de Bretton nous félicitent, et maintenant, au niveau interne, il y a des soucis, vous êtes sous pression, c'est ça. Maintenant, comment faire pour concilier les deux? La question reste posée. Gohan, comment tarir les flux financiers des groupes criminels liés aux enlèvements de civils contre... Comment tarir ça? Oui, mais pour tarir ça, il faut d'abord être à mesure de les combattre sur le terrain. Parce que sinon, le Nigeria est un pays vaste. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans une partie du Nigeria où il y a beaucoup de Togolais qui pratiquent l'agriculture, qui s'enrichissent. Oui. Qui s'enrichissent vraiment parce qu'au Nigeria, l'agriculture... Mais une grande partie du conflit, comme tu viens de le dire, c'est entre éleveurs conflit agraire. Et voilà, et agriculteurs. Donc, pour tarir les sources de revenus, c'est complexe. La lutte contre le blanchiment d'argent et les fonds qui financent le terrorisme est très complexe. Et à la hauteur du Nigeria seul, le Nigeria seul ne peut pas. Ça doit être une coopération internationale parce que c'est les bandits, ils sont transfrontaliers, donc c'est un problème plus sérieux. Moi, je crois que ce qu'il faut fondamentalement, c'est l'action militaire pour pouvoir les mettre en déroute, mais aussi il faut se rappeler. Et c'est ça que les Africains aiment nier pour donner l'impression que le terrorisme serait inventé ailleurs pour nous seuls. Parce que vous avez, Boko Haram a commencé dans les régions les plus pauvres du Nigeria. Et le nom Boko Haram veut dire, en fait, de façon littérale, l'éducation occidentale est un péché. C'est des gens qui ont étudié dans des universités, mais qui sont revenus dans leur pays et qui n'ont pas trouvé de travail, qui ont dit, mais on a perdu du temps. Et ils ont eu des revendications politiques, mais vous savez, une guerre, quand vous la commencez, elle vous déshumanise. Ouais. Au fur et à mesure que vous n'attendez pas l'objectif, au fur et à mesure que vous tuez les gens, vous êtes hanté par les esprits et finalement vous devenez ce que vous ne devez pas. Vous coupez les têtes des gens. Vous qui étiez venus pour dire que vous sauvez les gens, finalement vous tuez les gens. Donc, le Nigeria, bon, il a fait ce qu'il peut, mais il n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Maintenant, par rapport aux institutions de Bretton Woods, peut-être ce n'est pas le sujet, mais c'est nous-mêmes qui allons chez les gens pour demander de l'argent. Forcément, le sujet sera au cœur de cette campagne. Si vous allez les gens pour demander de l'argent, ils vous donnent des conditions. Sinon, le Nigeria, comme moi je connais, qui est un pays très riche, je crois la première économie ou bien la deuxième de l'Afrique, si le Nigeria arrive à lutter, ne serait-ce qu'à 20% contre la corruption, le Nigeria aura de quoi nourrir son peuple et nourrir même toute l'Afrique. Mais vous savez que le Nigeria, qui produit de l'électricité et qui vend beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria est un pays qu'on qualifie le pays des générateurs. Beaucoup de gens s'éclairent à base de groupes électrogènes. C'est incompréhensible. Ça, c'est les chefs des politiques africaines. Parfois, moi aussi, je fais la politique, mais je dis nous les... Non, pas parfois, vous faites la politique. Non, parfois. Je fais la politique, mais je dis, mais les politiques africaines, parfois, est-ce que nous ne sommes même pas des criminels? C'est-à-dire qu'on gère les richesses de nos pays et les gens sont dans la misère. Voilà, c'est... Mais le petit avantage que Tinubu et Peter Obi, ils sont tous du Sud. Oui. Mais ça risque de favoriser Atiku Abubakar qui est du Nord. Parce qu'il y a deux poids lourds qui sont tous du Sud, Peter Obi et Tinubu. Et ça peut légèrement en quel favoriser. Sens? Est-ce que les électeurs vont vouloir qu'il y ait une certaine rotation? Vous savez, il faut être honnête. En Afrique, principalement,
les gens votent d'abord vote régional, Ouais, vote clair. ethnique. C'est clair. Les gens du Sud se sentent plus proches. S'intéresse pas vraiment. Les gens du Sud se sentent plus proches de quelqu'un du Sud que du Nord. Ça ne veut pas dire que le vote est régional. C'est pour ça que le Nigeria a pris les précautions. Oui. Pour que tu puisses gagner au premier tour. Il faut que tu aies au moins 25% dans 24 États. Voilà, pour que le vote ne soit pas seulement régional. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Alors, l'organisation du scrutin par la commission électorale et l'application des lois sur la transmission électronique des résultats font l'objet de vifs débats, credo, au sein de la classe politique. Est-ce que pour vous, ces évolutions de la loi électorale garantissent donc une étanchéité totale contre la corruption des électeurs et la manipulation des procès-verbaux? Oui, je parlerai toujours en termes d'expérience sur le terrain, parce qu'on a vu, ce n'est pas cette fois-ci, ce n'est pas uniquement cette fois-ci qu'ils vont appliquer cela, mais la transmission par voie électronique obéit aussi à certaines dispositions. Il faut que la commission électorale décentralisée puisse faire tout devant les représentants des candidats. Et au Nigeria, vous savez, le processus est suivi de bout en bout par les acteurs politiques et leurs membres délocalisés. Donc, il suffira, ils fonctionnent en termes de plénière. Aussi, ce n'est pas comme dans certains pays où les représentants de ces partis politiques disparaissent après l'heure de fermeture des bureaux de vote. Donc, c'est une situation, c'est une disposition pertinente, mais il va falloir que les états-majors des candidats, des 19 candidats, puissent prendre les dispositions pour assister de bout en bout à ce processus. Et vous savez, lorsqu'on dit... Un processus électronisé aujourd'hui? Oui, le processus électronisé, ça concerne la transmission des résultats des procès-verbaux, des centres délocalisés à la centrale. Donc, c'est-à-dire, si nous contextualisons cela dans le régime francophone, on parle de commission électorale nationale indépendante, et là, il y a des CELI et des commissions locales. Donc, le travail se fait tout d'abord dans le bureau de vote. Il faut surveiller la clôture du scrutin, la transmission de ce bureau de vote à la commission décentralisée, et quel est également le mécanisme de transmission de la commission délocalisée à la commission nationale. Donc au Nigeria, pour avoir couvert plusieurs élections, pour avoir vécu ces activités, donc je crois qu'il va falloir qu'on puisse renforcer les capacités de ces acteurs politiques qui seront dans le bureau de vote, parce que tout se fait en plénière et tout le monde sait les résultats qui ont quitté les commissions électorales des centres locales pour aller à la nationale. Donc c'est là où la vigilance impose de voir les résultats ou bien d'apprécier les résultats qui seront proclamés par l'organe de gestion des élections au plan national. Alors, Bourema? Non, étonnamment parler des critiques par rapport à ça. Je pense que s'il y a des critiques, ça veut dire qu'il y a des réserves. Il y a des réserves. Et tout peut advenir, tout peut advenir. Les élections, on a vu aux États-Unis où les gens certains estimaient qu'ils ont été volés. Donc moi, je pense que tout peut advenir. Même aux États-Unis? Oui, même aux États-Unis. Oui. Les gens ont estimé qu'ils ont été volés. Nous avons suivi tout ce qui s'est passé avant que notre ami ne revienne. Donc, je pense qu'au Nigeria... Lequel de votre ami? On a compris. Je pense que Credo l'a dit, les dispositions doivent être prises, mais à partir du moment où vous parlez des critiques, ça veut dire qu'il y a également des réserves et les gens doutent un peu de cette technique qui est mise en place. Tout compte fait, le Nigeria, ça va quand même, ils vont quand même trouver une formule pour que les élections, bien les résultats reflètent quand même la réalité sur le terrain. C'est vrai, c'est un grand pays. Ce n'est pas facile quand même de gérer de ces genres de choses, mais en tout cas, l'expérience du passé peut être servir pour pouvoir trouver une formule et pour que les résultats soient quand même acceptés par les partis politiques. Alors, Bourema, comment est-ce que les candidats peuvent donc restaurer la confiance des jeunes, des électeurs, alors que la participation électorale s'étiole scrutin après scrutin au Nigeria? Mais attends, quand vous êtes parti politique... J'attends. Quand vous êtes parti politique, vous devrez quand même vous y préparer en amont. Ce n'est pas lors de la campagne pour la présidentielle? Non, vous ne pouvez pas attendre. Vous ne pouvez pas attendre. Vous devrez vous organiser en amont. Et quand la campagne arrive, vous savez que vous avez mis en place
un certain nombre de structures pour pouvoir distiller ce que vous voulez au sein des jeunes, au sein de la population. Même si à un moment donné ça change, vous trouverez une formule pour pouvoir distiller ce dont vous voulez au sein de l'opinion. Moi, je pense que c'est comme ça. Ça doit être. Les partis politiques, bien ceux qui représentent leurs partis politiques aujourd'hui ne se sont pas levés quand même comme ça pour y arriver. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont et d'où leur choix. Donc, moi, si vous permettez, je voudrais répondre à cette question en disant qu'il y a deux axes sur lesquels il faut accentuer le travail au niveau des états-majors des partis politiques. Lors de cette campagne. Lors de cette campagne, il faut sensibiliser également au niveau interne, il faut donner de la matière civique aux militants et également faire de l'éducation politique. Donc, chaque état-major de partis politiques doit pouvoir outiller ces militants, surtout cette jeunesse, sur l'appropriation même du code électoral. Parce qu'il faut qu'ils connaissent le mécanisme. S'ils ne connaissent pas le mécanisme, bien ceux qu'ils vont envoyer dans les instances de surveillance du processus, lorsqu'ils ne vont pas maîtriser les tests ou bien les procédures électorales, donc je crois qu'ils ne sauront pas jouer convenablement leur rôle. Monsieur Binafam, 19 candidats, je reviens sur cet aspect. Des gens de la vieille école, vous l'avez dit, d'un certain âge, donc M. Bola Tinubu, Atiku Abubakar, Peter Obi, une certaine jeunesse, des femmes. Quelle candidature incarne donc le sursaut dont le Nigeria a besoin en 2027 pour lutter efficacement contre les crises sécuritaires, la crise économique? Non, quel que soit celui qui sera vainqueur, il faut être honnête. Il ne faut pas faire comme quelqu'un qui a dit à 6 mois, je viendrai à bout du terrorisme et qui après utilise le terrorisme pour rester au pouvoir. Le phénomène sécuritaire de l'insécurité. Ce quelqu'un est au Nigeria? Non. Le phénomène de l'insécurité, le phénomène du terrorisme et ce que vit le Nigeria est un problème sérieux. Si moi j'étais candidat au Nigeria, je ne ferais pas des promesses fallacieuses par rapport à ce sujet. C'est un problème complexe. Donc, quel que soit celui qui sera élu, ce problème est un goulot d'étranglement qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Maintenant, entre Atiku Abubakar, certains plus âgés que d'autres, moi j'ai toujours dit que la jeunesse n'est pas un projet de société. Voilà, donc, quel que soit l'âge de la personne, c'est ce qu'il dit qui importe. Maintenant, vous avez parlé du fait que la participation électorale s'érode d'élection en élection. Oui, mais c'est la conséquence de ce que nous faisons du pouvoir après. Les gens vont voter sur des promesses de changement de leur pays, que leur sort va s'améliorer. Si X vient faire ce qu'avait fait A avant, mais si d'élection en élection... Alors qu'il y avait une campagne de rupture. Oui, si les gens d'élection en élection voient que c'est le statu quo, chaque politicien veut faire la même chose, le pays ne s'améliore pas, parce que l'électeur qui vote veut savoir où son enfant peut bien fréquenter, il veut savoir où il peut se soigner bien. Mais si d'un président à un autre, la chose, mais ne nous étonnons pas que les gens n'aillent pas voter. Quand vous faites un commerce qui ne rapporte rien, on ne le fait pas, on change de commerce. Donc, les gens, il y a de la lassitude. Mais ça, c'est la faute des acteurs politiques. Vous savez, ailleurs, nous voyons, ailleurs, il n'y a pas de paradis sur terre. Mais nous voyons ailleurs, les gens sont élus pour leur peuple. Et ils travaillent pour le peuple. Mais les Africains, nous sommes entre deux avions de pays en pays. Mais vous voulez quoi? Que les populations aillent voter pour des gens qui ne font pas... Des gens qui voyagent? Non, les gens qui ne s'occupent pas de leur pays. Les gens qui voyagent à la recherche de financement. Qui font des promesses et qui ne tiennent pas. Quelqu'un qui fait 174 jours à l'extérieur, qui ne fait pas conseil de ministre. Vous voulez que les gens... Vous parlez toujours du Nigeria? Non, je parle de l'Afrique, je parle d'un autre pays. Pas de l'Afrique de l'Ouest. Non, ça ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest. Non, ce n'est pas de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique centrale. Oui, il est arrivé hier. Oui. Avant-hier. Ah, éclairez ma lanterne. Non, continuons. Je crois qu'il a juste fait 74 jours à l'extérieur du côté de la Suisse. Alors, quelle candidature, donc, oui. Je voudrais, à la suite de Binafam, dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut que cette jeunesse qui se décourage puisse réclamer ce principe de reddition des comptes à ses leaders. Lorsque les leaders, une fois parvenus au perchoir du pays,
ne font pas dans la reddition des comptes. Cela décourage également cette jeunesse qui ne se voit pas, disons, prise en compte par ces leaders qui, une fois élus, deviennent autre chose et puis pensent. Est-ce que les mécanismes sont en place pour cette réclamation que vous leur demandez? Non, je crois que ça doit se jouer au niveau des partis politiques. Donc, c'est une culture qui doit être promue, privilégiée. Il faut déjà qu'au niveau des structures des partis politiques, qu'il y ait l'applicabilité de ce principe de reddition des comptes. Donc, si ça se fait au niveau des états-majors des partis politiques, aisément, il y aura la duplication de cette culture au plan national. Oui, au plan national. Donc, il le faut, et je crois que cela n'est pas uniquement particulier au Nigeria, mais dans toute l'Afrique. Alors, quelle candidature incarne donc le sursaut dont le Nigeria a besoin en 2027? Non, je dirais aujourd'hui que les candidatures se valent. Donc, on ne va pas s'appesantir sur la tête ou bien sur la coiffure d'un candidat pour dire qu'il a le plébiscite. Donc, ça dépendra pendant ces 5 mois de campagne, les messages qu'ils auront. Projets de société. Les projets de société, véritablement, c'est ça. Mais malheureusement, dans certains pays en Afrique, donc les gens ne votent pas les programmes de société, mais les gens votent les personnes. Donc, il va falloir qu'il y ait également cette culture politique. C'est au niveau, qu'est-ce qu'on propose? Parce qu'aujourd'hui, on va voir, on va assister à un phénomène. Peut-être que des 19 candidats, 16 vont se mettre à critiquer uniquement le bilan de Tinubu. Mais qu'est-ce qu'ils proposent en termes d'approche de solution? Donc, c'est là où il faut beaucoup plus les attendre. Brahima, est-ce que le Nigeria est prêt à élire une femme présidente? Je savais que la question là allait parce que non, je m'y attendais. Ouais, c'est fini. Je m'y attendais. Mais à l'heure actuelle, il faut pas il faut se détromper. Pour le moment, pas. Le Nigeria n'est pas encore prêt. C'est-à-dire, il va falloir du temps pour le faire. C'est vrai qu'il y a 3 femmes qui sont engagés dans le processus, mais je l'ai dit dès mes premières analyses, de par le passé, il n'y a pas ça. L'engouement n'est pas pour le moment penchant pour une femme. En tout état de cause, ça peut arriver, ça peut être un exploit parmi les 3 femmes qui y sont. Ça peut être un exploit, mais je pense que ça va être un peu compliqué, au moins. En ce moment-ci, je pense que ceux qui vont sortir leur tête de l'eau, en tout cas ça c'est mon avis, peut-être que je peux me tromper, ça peut être le président sortant et probablement le vieux loup de la politique, Atiku. Donc oui, c'est possible, ils peuvent sortir leur tête de l'eau. En tout état de cause, moi je pense que les femmes c'est déjà un grand pas. Je l'ai dit tantôt, peut-être que vous y serez invités pour pouvoir couvrir l'événement des femmes et la campagne des femmes. Oui. Sinon, au Nigeria, je pense que quand même, ils ont une certaine expérience en matière d'élection et nous attendons quand même beaucoup de choses au soir de ces résultats. Monsieur Binafam, 1 minute rapidement. Est-ce que c'est parce que les projets de société ne sont pas forcément bien décortiqués par des acteurs externes que les hommes politiques se permettent de dire de n'importe quoi lors de leur campagne? Non, moi je ne dirais pas qu'ils disent de n'importe quoi. Ils ont des projets de société. C'est même les... Non réalisables. Oui, non, ce n'est pas que ce n'est pas réalisable. Ils ne le font pas sur Mars, ils le font sur Terre. Peut-être que quand ils arrivent, il y a d'autres réalités qu'il faut qu'ils ne font pas. Mais vous avez posé une question précédente. Parmi les 3 qui émergent, Peter Obi apparaît quand même comme un candidat de rupture parce qu'il n'est pas de l'établissement politique du Nigeria. Voilà, peut-être que ça peut susciter. Jouer maintenant, par rapport aux femmes, bon, tu sais, ceux qui émergent, on voit malheureusement qu'il n'y a pas les femmes. Mais peut-être ce qui se fait en Namibie peut faire tache d'huile en Afrique, où 3 femmes ont pris le pays. Et en un temps record, elles ont eu réussi à changer. En Namibie, en Tanzanie également, c'est une femme qui dirige. Alors là, vous le saviez. Sauf que la femme de Tanzanie est trop violente. Nous nous retrouvons après une courte pause. Le temps pour vous de suivre une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.